c'est là que je vous préviendrai. D'accord? D'accord. Ok. Très bon webinaire à tous les deux. Merci. On vous voit pas. Bonjour monsieur Breuil. Oui, Recentrez-vous un petit peu parce qu'on vous voit pas. Voilà, on va faire comme ça. Voilà. Tac, Donc, a priori, tout le monde est là. tac. Peut-être reculer, décaler un petit peu l'écran vers monsieur Breuil. Que vous Voilà, soyez parfait. bien cadrés tous les deux. Super. Très bon webinaire à tous les deux. C'est bon? Enfin, C'est tous les bon, quatre. bien. Ok. Merci. Bon, bah, bonjour à tous. Bonjour à toutes et à tous. On est juste right on time. Donc, on va démarrer par se présenter. Donc, Marc Chenet, directeur général du cabinet Technologia, qui est un cabinet qui travaille pour le dialogue social dans le cadre d'expertise de tout ordre, et en particulier sur les conditions de travail. Donc, il s'intéresse beaucoup à la question du dialogue social, puisque c'est un élément fondamental de tout le travail que l'on peut fournir. Et puis, Et donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis représentant le groupe UP. Donc, le groupe UP est un groupe qui est encore assez largement connu pour être un groupe émetteur de solutions de services, de titres de paiement, au premier rang desquels le chèque déjeuner qui a été inventé il y a maintenant bientôt 60 ans. Et l'ensemble des solutions que nous proposons servent aussi également le dialogue social. Donc, on est soit sur les activités sociales et culturelles à destination des CSE, soit, et on l'a vu plus récemment, sur d'autres thématiques et d'autres supports, notamment des supports technologiques qu'on appelle les solutions de gestion qui accompagnent les CSE dans leur quotidien. Bien, on a un sujet qui est assez important, la question de réinventer le dialogue social, dans le sens où on voit bien aujourd'hui que l'ensemble des réglementations ont amené à redéfinir en tous les cas le périmètre, le champ d'action de l'ensemble des acteurs. Et on va appeler derrière le terme dialogue social, en fait, toutes les relations qu'il peut y avoir entre l'entreprise et ses salariés, avec bien entendu ses représentants, et voir en quoi ce dialogue est un dialogue qui à la fois a des fondements qui sont solides, et également qui a des fondements qui permettent à chacun de bien connaître en fait ce qui se passe. Nous, la difficulté que l'on rencontre est la suivante quand on travaille avec l'ensemble de ces acteurs, c'est que l'on voit qu'il y a beaucoup de discussions qui sont menées entre la direction et les représentants du personnel, mais que les salariés ont en fait beaucoup de mal à savoir ce qui se passe. La communication, et ça va être un sujet très important de notre webinaire de ce jour, la communication entre ce dialogue, en fait, entre cet espace de discussion, parfois de négociation entre les représentants et les représentants du personnel et les représentants de la direction, descend en fait assez difficilement vers les salariés. On aura le temps d'en parler. Et puis, ça pose également un autre problème, c'est est-ce que finalement, cet espace de dialogue social n'est-il pas complètement déconnecté des réalités ? Et aujourd'hui, alors que on le voit bien que beaucoup d'entreprises essayent d'être les plus participatives possibles, pas simplement pour des phénomènes de mode, mais tout simplement parce que on sait pertinemment que on construit mieux aujourd'hui des stratégies, on construit mieux en fait des accords à partir du moment où on a une meilleure connaissance du terrain. Et puis le fait de laisser les salariés être acteurs dans certains cas de figure, ça permet en particulier de redonner du sens à son travail, ce qui est un vrai sujet. Hein. On le sait bien aujourd'hui que les salariés ont cette difficulté avec les accélérations de réorganisation, de process, d'externalisation, d'automatisation. Tout ça fait perdre du sens au travail et on aimerait pouvoir redevenir un acteur du contenu de son travail. Et pour être un acteur, c'est pouvoir s'exprimer, que ce soit dans le cadre de son département avec son manager, mais également sur des sujets beaucoup plus larges, comme toutes les négociations qui ont lieu, c'est quelque chose qui est assez fondamental. Donc nous, on a été amené à réfléchir à la communication, d'abord, qu'il y a entre les acteurs du dialogue social et les salariés eux-mêmes. Alors c'est un sujet qui est assez important parce que est-ce qu'on a le droit de le faire ? Et donc Arnaud va pas mal étayer ce sujet-là. Est-ce que les représentants, en tous les cas, de la direction et des représentants du personnel, et principalement, on va s'occuper de la question des représentants du personnel et de la communication, est-ce qu'on a le droit de communiquer aujourd'hui lorsque l'on échange avec la direction, soit dans le cadre de débats au sein du CSE, soit dans le cadre de débats de négociation
des NAO ou tout ce que vous voulez. C'est un premier sujet, parce qu'on se dit, tiens, on aimerait par exemple, je prends un exemple très bête, on aimerait faire évoluer un accord de télétravail, on voudrait en tous les cas montrer qu'il se passe certaines choses, mais dans certains cas de figure, on a, oui, des NAO, tout à fait, dans le cadre des NAO, mais est-ce qu'en fait on a le droit de poser la question, d'ailleurs j'ai envie de rebondir sur ce que dit Joris, est-ce qu'on a le droit de dire, est-ce que vous voulez être augmenté? Je plaisante un petit peu, évidemment, c'est un sujet où tout le monde va répondre oui, mais il y a pas mal de questions qui se posent sur le regard que l'on porte entre, par exemple, l'équipe d'une entreprise qui peut être en difficulté avec les augmentations de prix, et puis l'inflation de l'autre côté. Et donc, est-ce que les salariés ont aussi un avis sur le niveau d'augmentation qui serait un bon équilibre? En fait, ce sentiment dans notre dos. Nous avons implémenté en fait une application dans une entreprise, qui est une très grosse entreprise avec laquelle on a l'habitude de travailler. Et cette entreprise, un flanc assez important de cette entreprise qui représente 12 000 personnes, se retrouve aujourd'hui à vouloir se réorganiser. Et donc se réorganiser, ça fait peur. Très clairement, ça fait peur. Tout le monde sait que les réorganisations successives, accélérées, c'est quelque chose qui soumet les uns et les autres à des interrogations sur leur avenir. Et on a permis aux représentants du personnel de poser deux questions fondamentales. La première était, est-ce que vous considérez que cette réorganisation est-ce qu'elle a une certaine pertinence ? Je ne sais pas si vous nous entendez tous. Si quelqu'un peut mettre quelque chose dans le chat. Tout est coupé. Ah, là, on a un petit problème. Ouais, a priori, c'est pas nous, en fait. C'est pas un problème de connexion. Ouais. C'est bon à nouveau. Merci, Eve. Super. Eve, si vous pouvez nous redire, c'est OK? C'est OK, c'est OK? A priori, c'est OK. En tous les cas, j'ai vu Eve dire c'est bon à nouveau. Bon, on espère que vous nous entendez. A priori, il y a toujours autant de personnes connectées, donc... Ah, voilà, pardon. OK, voilà, super, merci beaucoup. Alors, donc je n'ai pas perdu le fil, peut-être que vous avez... peut-être c'est moi qui ai été coupé. Donc je disais, dans une grande entreprise, sur un segment de plus de 10 000 personnes, il est question de se réorganiser. Et là, d'un seul coup, bien entendu, il va y avoir le dialogue social, la réflexion entre la direction, les représentants du personnel, pour pouvoir avancer sur cette réorganisation. Mais en fait, qu'en pensent les salariés de tout ça ? Et c'est pas simple parce que je dirais d'une manière assez schématique, la direction va nous dire c'est extrêmement pertinent, il est impératif d'avancer dans cette réorganisation pour des questions de survie. Et puis, les représentants du personnel vont dire attention à la casse sociale. Est-ce qu'il faut se confronter dans ce cas de figure ? Est-ce que d'un seul coup, il y en a un qui doit dire la vision économique va primer sur la vision sociale ? Or, les deux ont certainement raison, mais tout simplement, ce que l'on a fait, c'est qu'on a posé la question aux salariés. Et d'un seul coup, on va les faire agir et on va faire en sorte qu'il y ait un mouvement d'information entre non pas simplement la direction et les représentants du personnel, mais la direction et les représentants du personnel et salariés, et voir comment on va pouvoir se positionner dans le débat qui va être long, puisque c'est une réorganisation, vous imaginez, qui va être assez longue. Première question, est-ce que cette réorganisation vous semble pertinente ? Question qui a été posée par les représentants du personnel aux salariés, avec des moyens extrêmement, je dirais, modernes, ce n'était pas des gros questionnaires, etc., des choses qui arrivent tranquillement sur le téléphone, qui les concernent eux-mêmes. Il y a eu des centaines et des centaines et des centaines de réponses dans les heures qui ont suivi, et à cette question, est-ce que c'est pertinent de se réorganiser ? Ça a été oui à 80%. Donc d'un seul coup, la position de la direction était aussi confortée par la position des salariés. Le lendemain, on a envoyé une deuxième question. Est-ce que cette réorganisation vous inquiète ? Et là, oui, à 70%. Donc d'un seul coup, ce qui souvent crée un débat et un conflit, c'est-à-dire il est impératif d'avancer et de l'autre côté, il faut protéger les salariés,
eh bien, n'est plus un conflit. C'est-à-dire que c'est une réalité qui est prise en considération par les salariés, qui est exposée par les salariés, et on n'est plus là à essayer de casser l'argumentation de l'un ou de l'autre. On est tout simplement en train de se dire, nous avons tous les deux raison, essayons de trouver la bonne trajectoire pour avancer. Et ça, pour nous, c'est quelque chose qui est assez important. Et quand on dit, est-ce que l'on peut réinventer le dialogue social, est-ce que l'on peut faire aujourd'hui en sorte que tous les salariés et tous les acteurs en fait de l'entreprise, et pas simplement ceux qui sont représentatifs d'une direction ou qui représentent des salariés, soient les seuls à discuter un peu dans leur bulle? Est-ce que d'un seul coup, tout le monde peut devenir un acteur? Bien entendu, on ne va pas manger sur les prérogatives des uns et des autres, mais on va faire en sorte, en tous les cas, qu'on ait une bien meilleure vision des choses. Et ça, c'est vraiment un sujet sur lequel on s'est penché et on va pouvoir avancer à travers cet exemple. On va le faire en plusieurs temps. On va d'abord avoir un petit temps quand même assez important qui est un temps de droit que va nous exposer Arnaud, à savoir que qu'a-t-on le droit de faire? Je vous laisse capter les questions pertinentes parce que je ne les suis pas. Qu'a-t-on le... Pardon? Ben nous, on n'a pas bougé sur la presse. On est toujours à la première. Non, on est toujours... Oui, c'est une grande introduction, mais on a un petit peu de temps. Mais donc, une question juridique, est-ce qu'on a le droit de communiquer avec les salariés? Est-ce que, par exemple, cette question qui a été posée sur des applications, est-ce qu'elles avaient le droit d'être posées? C'est un vrai sujet parce qu'il y a toujours cette interrogation sur le fait qu'on ne puisse pas communiquer des éléments tant qu'ils n'ont pas passé un certain nombre d'étapes. Est-ce que c'est pertinent d'ailleurs de cette réglementation? Premier point. Et ensuite, de reprendre des fondamentaux du questionnement, en fait, sur des éléments bloquants. Et à partir de là, de vous ouvrir, en tous les cas, sur des choses que l'on a déployées, mais qui nous semblaient pertinents et qui peut-être vous amènera à nous poser un certain nombre de questions. Tu peux y aller. Super. Alors, en fait, ce qu'a dit Marc, il y a plusieurs choses qu'on souhaite et qu'on peut effectivement retenir. Le fait que la communication, c'est un outil au service de l'échange. Et on est bien dans une logique de parler d'échange, on est bien dans une logique de parler de dialogue social. Et d'ailleurs, le titre de ce webinaire de ce jour, c'est bien comment réinventer le dialogue social. On a aujourd'hui cette conviction qui est vraiment partagée du fait que le dialogue social tel qu'il a été pratiqué jusqu'à une période récente a certainement vécu. Il y a de très nombreux fondamentaux qui évidemment vont rester. Ça va pas être une révolution, mais il y a quand même énormément de sujets sur lesquels le dialogue social va évoluer. On l'a vu ces dernières années, il y a eu pas mal d'évolutions en termes de réglementation, de législation autour des pouvoirs qui sont aujourd'hui conférés aux acteurs du dialogue social dans les entreprises. Ça a effectivement pas mal chamboulé la place et le rôle que les représentants du personnel jouent aujourd'hui dans les instances, dans les IRP, dans les CSE. Et on a vu aussi que les moyens qui étaient alloués aux élus dans l'exercice de leurs fonctions avaient plutôt eu tendance, c'est plus que plutôt, c'est un euphémisme, ont eu tendance à réduire de façon assez conséquente, à la fois bien évidemment des moyens financiers, mais pas que, aussi des moyens humains. Et que la tâche d'élu dans un CSE s'est considérablement complexifiée parce que tout simplement les élus ont moins de temps pour accomplir leur mission, se former, et que les enjeux qui touchent à la question de la communication et de l'échange avec les salariés sont aujourd'hui au cœur des enjeux et des questions qui sont posées par les salariés. Donc en fait, on a aujourd'hui 4 petits points qu'on vous présente. C'est en fait les raisons de la communication, la question de la cible, même si j'aime pas trop le terme de cible, c'est pour qui communiquer, à quelle fin. La question du comment, elle est évidemment, Marc a commencé à l'évoquer, c'est la question de l'impact aujourd'hui des nouvelles technologies sur la façon qu'on a de communiquer, d'interagir les uns avec les autres, avec un élément qu'on n'avait peut-être pas mesuré, mais qui évidemment a pris tout son sens et qui s'est, qui a explosé avec la fin de la période Covid et le développement considérable de tous les accords télétravail qui ont accru encore la distanciation entre les salariés et les élus. Et puis, bien évidemment, cette question qu'on évoque, qui est le 4e point, on parle de communication, mais pas simplement la communication descendante, celle qui va des élus vers les salariés ou de la direction vers les salariés, mais aussi cette capacité qu'on a aujourd'hui à répercuter l'expression des besoins des salariés qui sont quand même normalement les bénéficiaires finaux de tout processus de dialogue social dans les entreprises. Marc. Je vais rebondir sur ce que vient de dire Arnaud, parce que nous avons 2 questions qui sont très intéressantes à droite. La première de Louis et la deuxième de Sébastien. La première, elle est fondamentale, effectivement. À partir du moment où il y a une communication qui n'existe plus, le dialogue social reste dans une strate tout en haut, bien entendu qu'en dessous, tout le monde se pose des questions. Et il est totalement anormal aujourd'hui
que le dialogue social et en tous les cas les débats entre la direction et les représentants du personnel avancent sans qu'il y ait la moindre information qui descende et qui donc, comme il le dit, ça engendre des risques psychosociaux. Bien entendu que dans des phases actuelles, on est dans une économie qui évolue beaucoup, les changements sont énormes, les ESN, donc les entreprises du numérique, sont des entreprises qui aujourd'hui se transforment 2 fois par an, des réorganisations, tout le monde subit 1 à 2 réorganisations par an. Donc évidemment, on se pose des questions, on se demande si on va perdre son emploi, est-ce que son emploi va être modifié, est-ce qu'on va devoir changer d'emploi, etc. Toutes ces questions se posent fortement. Et donc, c'est très, très important que cette communication soit réintégrée dans la question du dialogue social. Ce n'est pas simplement 2 acteurs qui se parlent, mais 2 acteurs qui apprennent aussi à donner une trajectoire à tous ceux qui vont à un moment donné vivre ces transformations. Puis la deuxième question de Sébastien, elle est aussi très très importante parce que l'on voit bien aujourd'hui que à partir du moment où on ne respecte pas un certain nombre de fondamentaux qui se comprennent, un document considéré comme étant confidentiel, c'est quelque chose, donc la question de Sébastien, c'est après qu'une OS qui fait fuiter un document confidentiel, la direction a bloqué complètement et s'est réapproprié l'intégralité de la communication. Il est clair quand même que rentrer et avancer dans ces éléments de communication suppose de respecter en tous les cas, un certain nombre de fondamentaux que va nous expliquer rapidement Arnaud, mais en particulier, une entreprise ne peut pas non plus balancer sur la place publique des éléments stratégiques qui font que face à la concurrence, on ne peut pas tout exposer, et donc il faut trouver ce bon équilibre, ce très bon équilibre. Mais c'est un équipe qui doit être intelligent, c'est-à-dire que ce n'est pas une équipe qui est dictée par un acteur, ce n'est pas une équipe qui est dictée par une direction. Pour ceux qui ont aujourd'hui des accords de communication du CSE qui dit que la direction, c'est la seule qui a les adresses mail et elle doit relire les communications avant de voir les communications partir, c'est pas équilibré. L'équilibre n'est pas là. L'équilibre doit se faire avec un facteur qui est difficile, qui ne se décrète pas, qui ne s'écrit pas. C'est un facteur de confiance, c'est quelque chose d'assez complexe, bien entendu. Mais à partir de là, bien entendu, on peut trouver des choses assez intéressantes. Donc, j'ai proposé à Arnaud de reprendre les éléments juridiques. Mais ce qui est bien, c'est qu'avec la question de Sébastien, c'est l'introduction aussi au déroulé de la prochaine diapo. Peut-être juste aussi un bout de réponse qui va faire le lien avec ce qui va venir ensuite, c'est qu'on a évidemment plein de pratiques différentes. Il y a des entreprises qu'on va considérer comme étant un peu dans la catégorie des très libérales, qui vont finalement ne rien mettre et ne rien considérer confidentiel, laissant une certaine liberté aux salariés et à leurs représentants de communiquer sur les sujets qui touchent au dialogue social dans l'entreprise. Donc ça, c'est un sujet important. Et à l'opposé, alors ces entreprises-là sont plutôt rares. Et puis à l'opposé, on a celles qui ont tendance à quasiment mettre le terme confidentiel sur tous les sujets, y compris les plus anodins, qui touchent à l'activité du CSE. En tout cas, tous les sujets qui sont, y compris sur information, qui sont communiqués aux élus du CSE, sont considérés, sont aujourd'hui tagués du sigle confidentiel. Ce qui évidemment pose un problème, parce que si on met tout sous l'angle de la confidentialité, ça veut dire derrière que le CSE a des moyens de communication, des moyens de rendre compte de son mandat et des sujets qui y sont débattus, qui est quasiment nul. Donc c'est ce qu'on va essayer de voir avec vous. On va essayer de vous donner quelques éléments clés pour bien comprendre ce qu'on entend par liberté d'expression. D'abord, tout simplement, commencer par dire, et c'est ce que vous avez sur la diapo, le premier sujet, c'est le fait que cette liberté, elle s'exprime collectivement. C'est pas simplement l'élu tout seul dans son coin qui se dit quels sont les sujets sur lesquels j'ai la liberté ou le pouvoir de m'exprimer. Il faut savoir que ça obéit à un cadre et que ce cadre est un cadre collectif qui est évidemment celui de la loi, mais qui peut aussi être discuté et dialogué dans l'entreprise. Donc ça, c'est un point important parce qu'on va le retrouver. C'est qu'on a régulièrement des accords qui permettent de déterminer ce qui relève des sujets qui sont confidentiels de ce qui ne l'est pas, ce qui permet ensuite effectivement de laisser aux organisations syndicales, membres du CSE ou au CSE lui-même, la possibilité de savoir les sujets sur lesquels il a la possibilité de communiquer. C'est pas forcément ce qu'on va préconiser, mais en tout cas, ça apporte une sécurité à l'ensemble des acteurs du dialogue social dans l'entreprise sur ce qu'ils ont, en tout cas les thèmes sur lesquels ils ont la possibilité de communiquer ou pas. L'autre sujet, et peut-être que ça sera le sujet sur lequel Sébastien reviendra s'il continue sur le fil des questions, mais ne pas croire qu'on ne peut pas non plus être sanctionné. Divulguer une information dont le caractère est effectivement confidentiel, l'exemple que Marc a donné tout à l'heure sur, par exemple, une négociation en cours sur le rachat d'un concurrent, d'une filiale, une fusion, enfin peu importe, un sujet qui touche en fait notamment au secret des affaires, impose
de la part des élus du CSE le même type d'obligation que celle que pourrait avoir, par exemple, un administrateur de l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment important de le savoir. Et donc, il est effectivement aussi important de considérer qu'en tant qu'élu, on est tenu à ce devoir de discrétion sur les sujets qui sont effectivement confidentiels. Après, l'autre élément, l'autre erreur qui pourrait être communément commise, c'est ne pas croire qu'on ne peut pas divulguer toute information portée à notre connaissance. C'est le corollaire du premier, mais ça va ensemble et ça va de soi. Donc, ce qu'on va essayer de faire maintenant, avant d'aborder la suite, c'est évidemment de vous donner quelques clés de lecture pour vous permettre de savoir quels sont les sujets sur lesquels vous pouvez en fait régulièrement communiquer. Le premier, c'est celui qui touche à la question de la communication syndicale. Donc ça, c'est clair, c'est dans le Code du travail. Je ne vais pas vous dérouler toute la diapositive. De toute façon, ceux qui le demanderont pourront recevoir évidemment la présentation qu'on va faire aujourd'hui. C'est que la question de la communication syndicale, elle est réglée par le Code du travail. Et comme je viens de le dire, un accord d'entreprise peut en plus définir les conditions et les modalités de diffusion des informations syndicales ou celles du CSE. Et donc, à défaut d'accord, les règles qui touchent à la question de la communication dans les entreprises sont régies notamment au travers de ce qui touche à la question de la publication des tracts sur un site syndical accessible à partir de l'intranet de l'entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise a aussi l'obligation de laisser aux élus les moyens de communiquer et les moyens de remplir leurs fonctions sur l'ensemble des prérogatives qui sont les leurs. Donc ça, c'est un point important. Et puis, donc là, on parlait de communication syndicale et celle qui va avec, c'est celle de la question de la communication du CSE. Donc, c'est un petit peu plus loin dans le Code du travail. C'est l'article L 2315-15 du Code du travail qui prévoit que les membres de la délégation du personnel, donc du CSE, ont la possibilité de porter à la connaissance des salariés l'ensemble des sujets sur lesquels ils sont amenés à discuter, à communiquer et bien évidemment à émettre un avis quand c'est le cas. Tout ça, évidemment, c'est encadré par un autre élément qui est celui de l'obligation de discrétion. Avoir le droit de communiquer, ça ne veut pas dire qu'on peut communiquer sur tout. L'obligation de discrétion s'impose, c'est ce qu'on a vu en corollaire et c'est la réponse qu'on a apportée à la question posée par Sébastien, s'impose aux membres du CSE, qu'ils soient titulaires ou suppléants, que ce soit les représentants syndicaux au CSE. Et donc, elle a évidemment la possibilité de communiquer des informations qui représentent un caractère... Non, elle se doit de ne pas communiquer les informations qui représentent un caractère confidentiel et en tout cas celles qui sont représentées comme telles par l'employeur. Donc, on revient à ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est quelle est la limite et les éléments qu'on va vous présenter maintenant devraient vous permettre de jauger, en tout cas de juger de ce qui peut effectivement relever du confidentiel. L'information doit présenter donc ses caractères objectivement ou légalement un caractère confidentiel. On a donné l'exemple de la question du rachat d'une entreprise. L'information n'est pas objectivement confidentielle lorsqu'elle est déjà connue du personnel ou des tiers. Donc, ça ne veut pas dire que ça doit porter sur tous les sujets. Et enfin, l'employeur ou son représentant, et non un expert comptable, par exemple, doit déclarer que l'information est confidentielle. Et donc, pour se couvrir, beaucoup d'employeurs, effectivement, ont tendance à mettre le terme confidentiel avec le petit tampon sur la feuille qui va bien à quasiment chaque sujet du CSE et ce qui effectivement est complètement abusif et qui permet normalement au CSE de pouvoir contourner cette obligation. Donc, premièrement, liberté d'expression versus l'obligation de discrétion versus la confidentialité. Et la question que nous sommes régulièrement amenés à nous poser et à laquelle évidemment on ne peut avoir que de réponses particulières en fonction des situations auxquelles nous sommes confrontés, c'est quelle est l'information que l'élu du CSE peut transmettre aux salariés. Donc, quelques catégories. Tout ce qui touche à la vie économique et sociale de l'entreprise, les thèmes qui sont abordés au CSE, les avis, les experts, la question du droit d'alerte, bien évidemment les négociations, les nouveautés sur les ASC, le droit des salariés, les événements. Et puis, quels moyens classiques on a la possibilité de pouvoir développer, de pouvoir mettre en place pour développer cette communication. C'est la question de la distribution des supports à l'extérieur de l'entreprise, la distribution avec alors on a deux axes sur le avec, notamment avec la question des fiches de paye, avoir ça avec l'employeur, la question de l'affichage, la question de l'intranet de l'entreprise, avec bien évidemment l'accord de l'entreprise, la question d'un site internet dédié sur lequel on va communiquer, et puis évidemment aujourd'hui avec l'accord de l'employeur, la question de la messagerie, donc les échanges qu'on a, quel support de messagerie utiliser, et enfin la question des rencontres physiques et des réunions qu'on peut faire avec les salariés ou avec les sections syndicales, voire les adhérents d'une organisation syndicale quand on veut communiquer avec eux directement. Alors, je précise également, parce qu'on va vous en parler,
Ben, dans toute cette liste-là, il manque un moyen qui n'est pas très connu, c'est de mettre en place des applications. Et vous verrez qu'il y a quand même quelque chose d'extrêmement intéressant à travers cette nouveauté technologique qu'on utilise tous depuis maintenant une bonne dizaine d'années, mais des applications de communication autres que des applications qui font des sites Internet, parce qu'il y a des sites Internet sous format application, mais aujourd'hui d'avoir à réfléchir autour d'applications qui transmettent de l'information ascendante ou descendante, c'est aussi un sujet que l'on vous présentera parce qu'on a considéré que c'était très important de développer ce genre de choses. Mais vous voyez en tous les cas qu'il y a beaucoup d'informations que l'on peut transmettre et souvent, le CSE, il va beaucoup se concentrer sur, attention, voilà, Noël approche, etc. Mais si on réfléchit bien et on va l'aborder, le droit des salariés, je vais vous prendre un exemple très très bête, quelqu'un qui à 9h du soir se dit « Tiens, j'ai un manager qui vient de m'écrire à 9h03, et est-ce qu'il a le droit de le faire ?» Et il est tout seul chez lui et il se dit, d'ailleurs quand on parle de risques psychosociaux, si je ne réponds pas à 9h04, peut-être que ça ne va pas plaire à mon manager. Est-ce qu'il a l'obligation ou pas de le faire? Est-ce qu'il y a un accord de déconnexion? Est-ce que il est tout seul devant son écran et il doit se débrouiller et en fait il règle son problème tout seul et il s'angoisse tout seul, donc c'est un vrai sujet. De la même manière, une information arrive pour une décision de déménagement et est-ce que l'on doit attendre 3 mois le temps que le PV soit validé, puis le PV soit envoyé en 80 pages épinglé au 4e étage au fond du couloir et pour dire à chaque salarié, si tu veux savoir ce que l'on se dit, va au 4e étage au fond du couloir, prends le PV, photocopie-le et amuse-toi devant le match de foot de demain soir. Bof. Et pourtant, c'est une grande réalité dans beaucoup d'entreprises. D'ailleurs, ce qui permet à certains de dire on fait ce qu'on a à faire, c'est-à-dire qu'on donne accès à l'information, mais c'est pas comme ça aujourd'hui que le monde fonctionne. C'est pour ça que l'on se met à réfléchir sur complètement transformer. La difficulté que l'on a dans cette idée qui est de se dire on doit réintroduire en fait, je veux dire, l'expression des salariés qui doivent connaître ce qui se passe et qui doivent pouvoir s'exprimer, elle se heurte énormément à la difficulté opérationnelle. Hein. On le voit, distribution de support à l'extérieur de l'entreprise. Ça veut dire quoi? Si vous faites un tract, vous n'avez pas le droit de le distribuer sur les tables. Hein, faut le savoir, ça doit nécessairement être distribué en bas, à la sortie, derrière la porte, mais il est totalement interdit, en théorie, de mettre ça sur les tables. Bon, tout ça va faire qu'on est quand même assez loin de techniques actuelles. Je ne sais pas, moi, les résultats des élections, tout le monde a appris le décès de la reine d'Angleterre par une notification sur son téléphone. On n'a pas attendu d'avoir je ne sais quelle information, d'avoir le journal officiel du gouvernement britannique qui va mettre ça à disposition en disant si vous voulez savoir si elle est morte, rendez-vous sur le site machin ou rendez-vous à Westminster, quoi. Donc voilà, toutes ces choses-là sont quand même assez importantes de se l'approprier, de se dire c'est pas simplement parce que l'on dit que l'on a communiqué que les gens ont capté l'information. Et c'est un énorme enjeu de dialogue social. Bien. Il semblerait qu'il y ait un petit problème de son. Est-ce que quelqu'un peut nous dire OK si le son est revenu? Ou est-ce que c'était juste Laurence qui a eu un problème de son? Est-ce que quelqu'un d'autre peut dire? Ça marche bien. Bon, tout va bien là. Bon, Laurence, revenez à nous alors. Voilà, moi il y avait une question, mais qui était un sujet qu'on a évoqué, en tout cas que j'ai simplement effleuré. Effectivement, vous avez la possibilité, c'est une remarque de Yannick qui est tout à fait pertinente, notamment la jurisprudence, qui est assez ancienne d'ailleurs, puisque ça a bientôt 10 ans, sur le fait qu'un CSE, évidemment, a totalement la possibilité, en tout cas c'est ce qu'on dit à tous ceux qui nous sollicitent sur le sujet, de refuser un document de consultation qui porterait la mention confidentielle sur toutes ces pages. Un employeur ne peut pas mettre et considérer que tous les sujets sont de nature confidentielle. Donc c'est vraiment important de pouvoir le préciser dans un accord, parce que c'est ce qui va vous permettre d'avoir les règles d'utilisation du vocable de confidentiel dans les documents qui vont sont soumis, et l'importance de pouvoir ensuite véhiculer la bonne information aux salariés, qui encore une fois est aussi une forme d'obligation pour vous. C'est le fait que vous devez rendre compte de votre mandat à l'attention de l'ensemble des salariés. Et on constate bien évidemment trop souvent aujourd'hui cette désaffection des salariés pour les instances représentatives du personnel, pour les élus que vous êtes, tout simplement parce que souvent, ils n'ont pas connaissance
suffisamment approfondie, suffisamment forte du travail que vous faites au quotidien, que ce soit avec les délégués syndicaux dans le cadre des négociations, c'est-à-dire que le produit du travail qui est fait au quotidien par les élus pour produire du droit qui va ensuite bénéficier à l'ensemble des salariés est malheureusement trop peu connu, en tout cas pas suffisamment mis en valeur. Et puis l'autre aspect, c'est que souvent, beaucoup de salariés n'ont à connaître de la place et du rôle du CSE qu'au travers, effectivement, Marc l'a évoqué, qu'au travers des activités sociales et culturelles, du chèque cadeau à Noël ou de la politique vacances du CSE. Et donc ça, c'est effectivement dommage, même si c'est un point important parce que ça fait partie aussi de ce qui permet de créer du lien social dans l'entreprise. Mais la fonction du CSE ne se résume pas qu'à ça. Donc c'est un tout, c'est un ensemble. Et les enjeux de communication donc, ne sont pas que le vernis ou le paquet cadeau qu'on va voir en premier. C'est aussi ce qui va permettre de toucher au fond et ne va pouvoir permettre de renforcer les échanges et les interactions avec les salariés, et parce que tout simplement, c'est ce qui est au cœur du sujet. Il y avait un autre petit point qui a été abordé par Louis, qui est effectivement totalement vrai, c'est que sous couvert de la loi RGPD, aujourd'hui, il y a une certaine restriction à la possibilité de communication vers les salariés, mais ça, on va en parler un petit peu plus tard. On va l'aborder. Je voudrais prendre un exemple un petit peu pour illustrer justement l'ensemble des éléments que l'on communique. Un CSE est informé et consulté chaque année avec les trois informations consultations récurrentes. La stratégie, ce qu'on appelle les orientations stratégiques, ce qui est quand même loin d'être neutre, c'est-à-dire que la direction arrive avec un dossier en expliquant sa trajectoire sur les 3 voire 5 années à venir, quand elle y arrive, parce qu'aujourd'hui c'est un peu compliqué, mais globalement elle va présenter les orientations stratégiques. C'est quelque chose d'extrêmement important, ça donne la trajectoire, ça donne la vision. Ne serait-ce que l'appropriation, la compréhension, le dossier qui est présenté aux représentants du personnel, est-ce que ceux-ci communiquent en fait ce qu'ils ont capté en fait et ce qu'ils peuvent en ressortir? Généralement, non. D'accord ? Après, la direction, elle va passer par sa ligne managériale, mais vous, en tant que représentant du personnel, sans être nécessairement polémique, mais tout simplement pour exprimer une information qui vous est arrivée, cette information a tout à fait le droit de redescendre par aussi votre canal. La deuxième information consultation, c'est ce qu'on appelle la situation économique et financière. Donc pareil, ça nous arrive, on est nommé, on va faire un travail, on a un mois ou deux pour essayer de comprendre les comptes passés et toutes les dimensions des comptes passés, de trouver 3-4 sujets intéressants sur des questions d'investissement en particulier. L'investissement, c'est souvent la marque de la volonté de pérennité de l'entreprise, surtout pour des sites industriels. On sait qu'un site industriel, il n'y a plus d'investissement, il n'y a plus de site, ça on le sait. Bon, qu'est-ce qui fait que à la suite de l'expertise, l'expert vous a donné 3 lignes directrices et vous permet de communiquer? Pas simple. Alors oui, il y a toujours de temps en temps des tracts. Merci l'expert, il a écrit ceci, il a écrit cela. Encore une fois, le tract, c'est pas le moyen de communication le plus simple. Et puis, vous avez les politiques sociales. Cette troisième information. Bon, pareil, lorsqu'on est amené à faire des politiques sociales, on va avoir des éléments importants, par exemple sur l'évolution des salaires moyens, sur l'évolution des effectifs, sur la formation, sur l'égalité professionnelle. Comment est-ce qu'on fait pour communiquer de manière très très simple et non pas de dire éventuellement en annexant le rapport au PV du CSE, si vous voulez savoir ce qui s'est passé, lisez les 150 pages. C'est pas possible ça. C'est pas possible. Donc il faut trouver d'autres canaux et pas simplement se dire j'ai donné accès à l'information. Ça ne suffit pas. Donc ça va être un point extrêmement important que l'on va aborder. On passe à la slide suivante. Oui, alors j'ai une question de Sébastien encore. Je reviens dessus parce qu'elle est importante et je suis pas sûr qu'on aura l'occasion de réaborder le sujet de cette façon-là plus tard. Donc elle est importante parce qu'elle pose la question de la confidentialité, notamment à d'autres catégories de représentants que sont soit les représentants de proximité, soit les délégués syndicaux. On part du principe que la nature confidentielle de l'information est avérée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas sujette à discussion, que c'est une information qui est réellement confidentielle. Effectivement, les élus du CSE, quand ils l'ont en leur possession, n'ont pas la possibilité de la communiquer aux délégués syndicaux ou RP, puisque eux-mêmes, en fonction des sujets, peuvent ne pas être soumis à la même obligation de confidentialité. Donc, ça reviendrait tout simplement à faire fuiter une information de nature confidentielle. Et donc, effectivement, la responsabilité des élus pourrait être engagée dans un contexte comme celui-là. Maintenant, on est dans la vraie vie, on va dire ça comme ça, avec la proximité de travail qui peut être celle entre les RP et les délégués syndicaux est telle qu'on a bien évidemment la possibilité dans le cadre d'une discussion d'échanger sur des sujets qui peuvent être de nature confidentielle, mais dès lors que
ça ne sera pas potentiellement attentatoire à cette obligation de confidentialité. Et donc, c'est-à-dire qu'en fait, ça reviendrait à la remettre en cause. Donc là, c'est vraiment important de respecter cette obligation et de ne pas, du coup, divulguer des documents, y compris à destination des délégués syndicaux ou des représentants de proximité. Alors, maintenant, on va essayer de rentrer un petit peu dans le dur de cette refonte, en fait, du dialogue social. Et si au sein du cabinet Technologia et du groupe Up, je dis Up Chèque Déjeuner parce que Up, on ne sait pas toujours que c'est Chèque Déjeuner, mais si ensemble on s'est penché sur le sujet, c'est que en fait on a été confronté à des situations qui nous semblent extrêmement problématiques. La première que l'on relève ici sur cette slide, c'est quand on informe et que l'on veut faire participer en fait dans cette bulle du dialogue social, on veut faire participer les salariés. La première question qui est intéressante à se poser, c'est qu'est-ce qui les intéresse en fait? Et là, je pense que beaucoup pourraient avoir certaines surprises. On s'est rendu compte, parce que l'on capte aujourd'hui, à travers notre application Lakelao, Ma Vie Pro, on capte énormément d'informations et on voit que lorsqu'il y a de l'information qui circule, il y a de l'information qui est énormément lue et puis il y a de l'information qui n'est pas lue du tout. Et c'est très, très important aujourd'hui de savoir, pas simplement sélectionner les thématiques, mais savoir les exposer. Donc, ça va être un vrai sujet. Puis la deuxième chose, c'est qu'effectivement, si on veut aujourd'hui les faire participer, comment est-ce qu'ils vont pouvoir trouver et faire circuler cette information? Et là aussi, il est important de se référer à la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, ne jamais oublier ça. Si un salarié cherche une information, il prend son téléphone, je suis désolé de faire de la pub pour un Américain, il va sur une barre Google, il tape un mot, et en 3 secondes, s'il a envie même de voir une vidéo du but de Lionel Messi hier, bon, pour ceux qui aiment le foot, il était magnifique, mais ceux qui veulent voir ce but, il faut 3 secondes pour trouver l'information. Il faut 3 secondes pour trouver l'information. Vous êtes un salarié. Vous cherchez aujourd'hui dans un cadre d'astreinte, on parle des ESN, donc parfois il faut être d'astreinte, les ESN, donc les entreprises du numérique, mais d'astreinte par rapport à des clients, et qu'on se dit, tiens, au fait, quels sont mes droits de récupération, et que vous venez de finir une nuit difficile, et que, allez, avec un petit peu de chance, mais vraiment au bout d'un quart d'heure, sur un site intranet, etc., vous trouvez l'accord qui fait 87 pages, je connais, un accord de 87 pages dans une ESN sur les questions de temps de travail, qui fait 87 pages, qui est scanné, qui est même pas, on peut pas faire de la reconnaissance de caractère, qui est scanné, qui est signé, qui est scanné, et il faut vous coltiner ça après votre nuit, etc. Bon, au bout d'une demi-heure peut-être, si vous êtes très chanceux, vous allez trouver l'information, mais en fait, ça fait longtemps que vous avez abandonné. Et le comportement aujourd'hui des gens, c'est je cherche l'information et je la cherche vite. Et j'aimerais avoir une information certifiée. J'aimerais être sûr. Et si je suis pas sûr, j'appelle un pote. Et si j'appelle un pote, il va dire moi je pense que. Et en fait, au lieu d'aller sur Doctolib chercher un médecin qui va vous donner la réponse et dans tous les cas de trouver une réponse certifiée, vous allez sur un forum Doctissimo, avec tout le respect que j'ai pour Doctissimo, vous allez sur Doctissimo et au bout du compte, vous avez des gens qui vous disent je sais pas trop ce que sont tes plaques sur ta jambe droite, est-ce que c'est de l'eczéma ou c'est beaucoup plus grave, j'en sais rien, mais bon, globalement, en fait, vous savez pas trop. Ça, c'est un vrai problème. Pourquoi aujourd'hui un salarié qui cherche une information, quelle qu'elle soit, dans la plupart des entreprises, va mettre du temps, alors que dans la vie de tous les jours, il va trouver en 2 secondes. Pourquoi un salarié qui va chercher un représentant du personnel, parce que en théorie, c'est son interlocuteur numéro 1, je le précise, lorsqu'il rencontre une difficulté, qui est autre que le déroulement classique de son département, mais s'il cherche un représentant du personnel et qu'il est 3 à 4 jours en télétravail, il fait comment pour trouver les représentants du personnel? S'il cherche un RH, parfois, ça sera tout aussi long, d'ailleurs. Pourquoi ça va être long de trouver ces acteurs-là? Et ça, c'est pas normal. Aujourd'hui, je cherche quelqu'un, n'importe qui. Bon, le pote d'un pote, allez, je me débrouille bien, je vais le trouver sur n'importe quoi, sur des Facebook qui vont trouver des potes, sur du LinkedIn en donnant une fonction et une entreprise, je vais vite trouver une certaine liste. Voilà, je trouve assez rapidement en fait des gens que j'ai ou que je n'ai pas leur nom. C'est pas normal aujourd'hui que chercher des personnes, ça soit aussi complexe, d'accord? Et de la même manière, si vous, acteur du dialogue social, vous décidez de diffuser une information, pourquoi il faut autant de temps? Pourquoi une information qui est connue en plein CSE, elle ne peut pas être diffusée à un instant même?
à l'instant même. Une fois que c'est voté, je le précise, lorsqu'une direction a un avis, elle n'attend pas d'avoir le PV signé 3 mois plus tard. Elle envoie sa réorganisation tout de suite dès qu'elle a son avis. Pourquoi pourquoi l'ensemble de ces acteurs-là, et encore une fois, je dis de manière très ouverte, que ce soit les représentants du personnel ou la direction, pourquoi cette information elle ne tombe pas instantanément sur, un support du salarié, et en particulier, bien entendu, le support numéro 1, ça reste ce petit truc-là qui nous permet de savoir beaucoup, beaucoup de choses. Donc ça, c'est quelque chose qui nous a beaucoup interrogés. Et vas-y, je te laisse poursuivre. Doucement, ça va y aller normalement. Voilà. Et en fait, si on regarde bien, on va vous le laisser, ce slide-là. On va vous laisser à cette présentation. Mais en fait, on s'est dit, mais tout le monde est confronté à énormément de difficultés et on vit avec. Ça va faire rire Arnaud parce que j'adore utiliser cet exemple-là. Mais il y a 10 ans, il y a 15 ans, vous vouliez aller de là où nous sommes, à côté des Halles, à la gare de Lyon, parce que vous aviez un train, vous descendiez, ça fait rire tout le monde, vous descendiez, parce que tout le monde sait que j'utilise cet exemple-là, on descendait dans la rue en priant en allant au carrefour de droite, en priant pour qu'il y ait des taxis qui arrivent au carrefour de droite, et évidemment tous les taxis passent au carrefour de gauche, alors on va au carrefour de gauche, à ce moment-là tous les taxis passent, et puis vous commencez à vous angoisser, vous dites qu'est-ce qui va se passer, machin, etc. Et puis vous savez même pas si les 20 € vont vous suffire pour aller à la gare de Lyon, donc en gros c'est l'angoisse, et bon, il y a quelqu'un, après il y a une grosse dérive, je ne parle pas des dérives sociales de cette plateforme, mais il y a des plateformes qui sont sorties, qu'on dit t'embête pas, quand tu vas arriver en bas, tu vas être informé, tu sais combien ça va te coûter et tu sais l'heure à laquelle tu arrives à la gare de Lyon. Et en fait, plein de problèmes que l'on acceptait, je dis bien plein de problèmes que l'on acceptait, du jour au lendemain ont disparu. Et on les acceptait tellement que c'était, voilà, c'est comme ça. On sait que prendre un taxi, c'était angoissant, surtout dans des cas où vous étiez pressé. Et du jour au lendemain, hop, disparu. C'est ça ce qui, en fait, a créé la grande force de ces plateformes. Non pas que c'était malin, etc., et que ça donnait un nouveau service, c'est que tout le monde s'est approprié ces plateformes-là parce que ça a réglé un problème. Waze, ça a réglé un problème. D'accord? De se dire, pourvu que la trajectoire que je prends sur la belle carte Michelin, ce soit la bonne, parce que de temps en temps, il y a un certain nombre d'obligations. Et si on regarde aujourd'hui, il y en a des tonnes, des difficultés. Pourquoi aujourd'hui on accepte que l'information ne soit pas la même entre la direction, les élus et les salariés? Dans le monde de toujours, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, il y a une information, il y a même trop d'informations. D'ailleurs, on ne sait même plus laquelle est vraie, laquelle est fausse. Mais en gros, tout le monde a la même information. Tout circule. D'ailleurs, quand on parle de confidentialité, moi, ça me fait beaucoup rire parce que dans le monde de la confidentialité existait également dans le monde civil, mais depuis, elle a complètement disparu. On sait tout sur tout. Donc, bon, et on vit avec, même si c'est bien ou pas bien, je ne juge pas, d'accord? Il y a les évolutions des comportements. Les salariés, les nouvelles générations changent complètement de comportement. Il faut s'y adapter, s'intéressent aux choses différemment, s'intéressent même à la manière de présenter complètement différente. On a tellement d'informations, par exemple, je prends cet exemple-là, on a tellement d'informations que on a besoin de choses très courtes. Remarquez bien que lorsque vous recevez une information X ou Y, il y a un titre en 1 ligne, il y a un petit résumé en 3 lignes, et il y a un article plus long. Et il y en a beaucoup qui disent, non, mais moi, si j'envoie l'information, j'envoie les 10 pages du PV du CSE. Mais non, les gens aujourd'hui ne fonctionnent plus comme ça. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, premièrement, on veut réintroduire d'autres acteurs dans le dialogue social, dans le sens où on veut pouvoir être en échange permanent? Mais la deuxième chose, c'est est-ce que si on veut les introduire, on est obligé de s'adapter à leur comportement et pas de leur dire, si tu veux savoir, il faut te coltiner les 30 pages. C'est très, très, très important. Donc, toutes ces choses-là, on en a posé un certain nombre qui sont parfois très, très comportementales, très technologiques, très politiques aussi. Pourquoi aujourd'hui, dans des conflits intersyndicaux, on se retrouve à ne plus échanger avec les salariés, ou en tous les cas, parfois, se retrouver avec des informations qui sont totalement dissonantes. Alors oui, chacun a le droit de choisir le journal qu'il a envie de lire, mais on peut aussi trouver quand même des lignes directrices d'information très neutres où les gens trouvent de toute façon un minimum d'informations et un peu plus tard, ils iront trouver finalement les analyses qui les différencient. Mais il y a d'abord une information et ensuite il y a une analyse. Et aujourd'hui, la personne classique, elle cherche une information. Donc tout ça nous amène naturellement à y réfléchir et, si tu peux avancer,
Merci. Il y avait peut-être deux questions. Ah, pardon, excusez-moi, de communiquer. Il y avait une remarque. J'ai envie de répondre à Kevin, là. Vas-y, parce que j'allais le faire. Très bien, très bien. La BDESE ne fait pas partie des moyens classiques. Je vais vous poser la question, là, vous êtes quand même presque une centaine en ligne. Qui est-ce qui va naturellement et facilement sur la BDESE récupérer des documents Word, PDF, tout ce que vous voulez, qui vous donnent des synthèses simples par rapport à tout ça? Pas grand monde. Alors peut-être que certains parmi vous, vous avez l'habitude d'aller sur la BDESE, que ce soit Arnaud avec les relations qu'il a avec les élus, ou moi qui ça fait 32 ans que je passe au moins 2-3 CSE, je fais au moins 2-3 CSE par semaine en tant qu'expert, je peux vous dire que je suis assez impressionné de voir à quel point le format de la BDESE est un format qui n'est pas du tout, je vais dire, convivial, qui permet de faire circuler de l'information. Et la BDESE est une information qui n'est à destination que du dialogue social. Qu'est-ce qui va faire demain, encore une fois, je le dis, qu'un salarié qui lui aussi cherche une information va la trouver instantanément. Ça, c'est très, très surprenant. On est en train de parler d'acteurs qui parlent entre eux. Voilà. Donc, on dit le dialogue social, c'est simplement cette bulle dans laquelle les uns et les autres discutent, mais tous les gens concernés, cette information, ils ne la captent pas. Et ça, pour moi, c'est un vrai sujet. Est-ce que, très simplement, d'ailleurs, là aussi, je voudrais insister là-dessus, on se dit, oui, mais s'ils veulent savoir, ils peuvent venir nous voir. C'est une réponse. Mais sincèrement, si on devait vraiment venir voir les représentants du personnel à chaque fois qu'on se pose une question, vous seriez submergés. Et en fait, si vous ne l'êtes pas, c'est non pas que les gens ne se posent pas de questions, c'est que les gens savent pertinemment que c'est difficile de trouver la réponse. Et que trouver un document qui fait qu'on ne vous dérange pas, c'est complexe. Trouver un élu, parfois, c'est complexe. Accepter de rencontrer physiquement, alors qu'aujourd'hui, quand on se pose une question, on se dit, tiens, est-ce que je peux le faire discrètement dans un coin en tapant sur Google pour savoir si je suis malade avant d'aller voir un médecin? C'est aussi un parcours qui est très important et très respectable. Est-ce que des personnes aujourd'hui qui ont des difficultés, je prends aussi des gens en difficulté, des personnes qui subissent des agissements qui sont répréhensibles, est-ce qu'ils ont envie tout de suite de trouver une personne ou est-ce qu'ils n'ont quand même pas envie de trouver certaines trajectoires plus discrètes? Les questions de messagerie sont des questions fondamentales. Les gens parlent de plus en plus par la messagerie. Quoi qu'on en pense. Moi, je ne vais pas dire c'est bien. Moi, je vais vous dire même c'est presque ça manque d'humanité tout ça. Oui, mais c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Et c'est comme ça que ça se passe. Et puis de temps en temps, ça permet de contacter quelqu'un sans trop exprimer de choses. On met un petit message, on met un petit emoji, etc. Puis on voit comment ça réagit. Ça permet aussi aux gens de graduer petit à petit leurs relations. Et donc, à partir de là, il va être extrêmement important de réfléchir entre les moyens qui sont utilisés dans la vie de tous les jours, de réfléchir comment on peut les transposer. Et je vais même dire une dernière chose importante, parce que ça, ensuite on va répondre à vos questions, puis on vous montrera en 2 temps 3 mouvements cette application qu'on a développée et ses fonctionnalités pour que vous voyez en fait la réflexion qu'on a essayé de porter et que l'on veut faire évoluer. D'ailleurs, toutes vos remarques pour nous sont des moyens de faire évoluer les choses. Mais qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'on sait ce qui se passe dans l'entreprise? Qu'est-ce qui nous permet de comprendre que le sujet numéro 1 à négocier, c'est le sujet de je ne sais trop quoi. D'accord? Qu'est-ce qui nous permet de le savoir? Qu'est-ce qui permet aux représentants du personnel? Qu'est-ce qui permet au RH de se dire tiens, demain, on va engager une négociation sur quel sujet? Alors, on a des remontées par-ci. On va rencontrer les salariés par là, mais quand vous êtes dans une ESN, comme le précisait, je ne sais plus Louis, je crois, le précisait Louis, avec 4000, d'ailleurs une ESN qui a, paraît-il, levé la main pour éventuellement racheter Atos, 10 000, 50 000, 100 000, qu'est-ce qui fait en fait que votre vision des choses est la bonne? Alors pareil, je vais donner un exemple qui amuse toujours mes petits camarades. Qu'est-ce qui fait que demain, on va savoir qu'il y a une épidémie de grippe saisonnière, on va changer du Covid, il y a une épidémie de grippe saisonnière qui est en train de se développer dans le sud-ouest de la France. Qui le sait en premier avant tout le monde? Tiens, est-ce que dans le chat, il y en a un qui répond? Merci pour les baromètres, mais vous allez voir, Lucie, je vais vous raconter autre chose. Qu'est-ce qu'il le sait? Avant tout le monde. Évidemment qu'ils le savent en face de moi. Évidemment, ils rigolent.
D'accord. Swile, ouais, pourquoi pas, mais bon, je vais pas faire la pub de Swile quand même, soyons sérieux. Non, le premier qui sait, d'ailleurs, qui a passé des contrats monstrueux avec l'industrie pharmaceutique en disant, moi, je vais vous dire quand est-ce qu'il faut réaccélérer la production et où il faut envoyer la production. C'est Google. C'est Google parce qu'en fait, à chaque fois que vous avez des plateformes aujourd'hui, il y a de la captation de l'information qui peut rester totalement anonyme, qui peut respecter toutes les questions de RGPD qu'on évoquait, etc. La finalité n'est pas de pister, la finalité n'est pas de faire de la pub ou quoi que ce soit. La finalité, c'est dans le sens de votre action. Hein, le RGPD ne vous empêche pas d'agir dans le sens de votre action. Et donc, évidemment, si aujourd'hui vous avez des plateformes qui vous permettent de communiquer, qui vous permettent de sonder, qui vous permettent d'entendre les gens, qui permettent aux gens de trouver de l'information, de vous trouver vous-même, et que tout ça, ça se connecte, et bien entendu que d'un seul coup, le dialogue social est beaucoup plus fort. En fait, il est plus fort, il peut même partager, on peut même aller voir la direction et dire, mais attendez, c'est pas nous qui imaginons que le sujet aujourd'hui numéro 1, c'est la question du 3e jour de télétravail. C'est tout simplement que l'information, on l'a captée. Et cette information-là, on la partage avec vous, on n'a pas de problème, il n'y a pas de biais, c'est très très simple. Donc discutons de ce qui est une grande réalité sur le terrain. Alors ça nous amène effectivement à se dire, on est capable aujourd'hui de révolutionner le dialogue social en le numérisant, en faisant attention aux dérives, très très attention aux dérives. En le numérisant, c'est l'objet de ce que l'on a développé, qui se trouve toujours par ici. Je fais toujours ma bonne petite pub. Mais bien sûr, c'est très très important, en le numérisant pour chaque CSE, de telle sorte à ce que vous soyez beaucoup plus à l'aise avec les sujets qui sont abordés. Il y avait une question, mais qui va permettre d'en aborder d'autres, qui était, est-il vraiment interdit de déposer un tract syndical sur un bureau de salariés et exclusivement distribué à la sortie des entreprises? La réponse n'est pas forcément univoque. Tout dépendra évidemment du règlement de l'entreprise et il est important de bien distinguer ce qui relève du tract syndical, donc de la communication syndicale, de ce qu'on a commencé à faire tout à l'heure et de ce qui relève de la communication du CSE, qui évidemment normalement est beaucoup plus libre en termes d'accès, distribution pour les salariés. Donc normalement, l'entreprise a l'obligation de prévoir des espaces de distribution et d'affichage de la communication syndicale. C'est souvent à côté des machines à café, dans les tisanières et autres, ou la possibilité pour toute organisation syndicale d'afficher les tracts, donc bien dans les locaux de l'entreprise. Par contre, pour ce qui est de la distribution directe à l'attention des salariés, sauf accord express de l'entreprise, et donc auquel cas on a la possibilité effectivement de passer dans les bureaux, déposer le tract sur les bureaux de ses petits collègues, normalement, si c'est pas autorisé, ça veut dire que c'est interdit. Voilà. J'ai eu d'autres questions. BDSE, Marc y avait largement répondu. C'est vrai que c'est un document qui, quoi qu'il arrive, est un document qui peut être très utile. Il a 2 défauts, de mon point de vue. Un, c'est qu'effectivement, il n'est pas forcément toujours très à jour. Et le deuxième élément, et ça a été évoqué, c'est que il y a beaucoup d'entreprises dans lesquelles normalement la BDSE, la base de données économique, sociale et environnementale, parce que tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est, est accessible à tous les salariés, mais beaucoup ne le savent pas et beaucoup surtout ne savent pas où la trouver. Et donc ça renvoie à un sujet que Marc vient d'évoquer, qui est la question de l'accessibilité et de la diffusion des bonnes informations via les bons canaux à l'ensemble des salariés. Marc, on enchaîne ? Oh. Il nous reste 5 minutes. Oui, il nous reste 5 minutes. N'hésitez pas en tous les cas à poser des questions parce que je pense qu'on a fait le grand tour. Je me permets donc de vous présenter en tous les cas cette application qu'on a développée parce que pour nous c'est extrêmement important. Premièrement, de montrer en quoi on a voulu innover profondément dans la question du dialogue social, mais deuxièmement, on est très très à l'écoute aujourd'hui de toutes les remarques et de toutes les remontées des différents acteurs. Alors aujourd'hui, bien entendu, nous travaillons principalement pour les représentants du personnel, les salariés et en travaillant bien entendu dans le cadre des échanges, des informations, consultations avec les directions. Mais voilà, cette application, on l'a développée pour l'instant exclusivement pour les CSE. On s'est posé 4 questions, on a voulu y répondre. Je suis un salarié, je m'interroge sur une question Marc, je m'autorise à t'interrompre. Bien sûr. On ne s'est pas posé 4 questions. On nous a posé des questions qui étaient voilà. qui demandaient à ce qu'on puisse éventuellement essayer d'imaginer et trouver des réponses. On a observé 4 situations. Je suis un salarié, comme je vous disais, je m'interroge sur une question de déconnexion.
Je suis tout seul à 9h du soir chez moi, je fais comment? On ne trouve pas. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui d'avoir quelque chose avec une barre de recherche? Je tape déconnexion et naturellement, cette barre de recherche va vous trouver la réponse à votre question issue de votre accord d'entreprise et non pas du droit du travail qui ne s'applique certainement pas. D'accord? Et ça, pour nous, c'était fondamental. Donc, on a construit quelque chose qui permet de trouver automatiquement la bonne ligne de l'accord d'entreprise. La deuxième chose, je suis un salarié. D'ailleurs, dernièrement, un élu m'en a parlé parce qu'il a eu cette séquence assez douloureuse. Un salarié qui, malheureusement, voulait passer, avait de pensées très, très négatives et qui ne savait pas à qui s'adresser. Ce n'était pas son manager, il n'avait pas confiance envers les RH, son médecin, il n'avait pas trop, etc. Et il savait pertinemment qu'il fallait passer par les élus. Mais dans le cas traditionnel, les élus, les trouver, c'était complexe, d'autant plus que c'était un commercial sur la route. Et en fait, l'application donne accès automatiquement à la liste de tous les élus par des mécanismes de messagerie. Et il a pu rentrer doucement en relation avec cette personne-là. Et au bout du compte, elle a été prise en charge. Et ça s'est très, très bien passé. Et donc ça a été un point très important pour nous de créer des messageries sécurisées, internes, confidentielles, etc. La troisième chose, c'est voilà, vous sortez d'un CSE, on vous annonce que on va déménager. Est-ce que vous pouvez… Ça y est, l'annonce est passée, c'est information, consultation, c'est fait. Qu'est-ce qui fait que les salariés vont la prendre instantanément? Instantanément, c'est normal. Qu'on ne va pas commencer à avoir des bruits de couloir, mais au fait, on va à Saint-Denis, on va du côté de la Défense. Non, il y a des choses très simples. On va vous le dire en 3 lignes. Et puis, on va vous joindre le document d'information consultation si vous le voulez, parce que maintenant, c'est bon, on peut vous le distribuer. Et on le fait, et c'est fait en instantané. Et puis, il arrive une petite notification sur votre téléphone. Et bien, pour le nombre de fois où des salariés nous disent, de toute façon, ils parlent là-haut et nous, on est informés de rien, on ne compte même plus. Et la dernière chose, je vous dis, c'est vous le voyez, là, c'est question des sondages. De pouvoir poser des sondages express, de ne pas être obligé de passer par Google Forms, de faire des choses. Là, je voyais quelqu'un disait, viens un baromètre. Oui, pour des choses très complexes, des barométries qui sont mises en place dans le cadre des risques psychosociaux. Oui, on en fait très, très régulièrement. Je rappelle que Technologia, c'est quand même le groupe qui s'est occupé de France Télécom à l'époque avec des barométries assez importantes qui reposent sur des théories complexes. Mais parfois, vous pouvez avoir envie de poser une question très bête. Je dis n'importe quoi. Demain, on vous remet sur la négociation. Est-ce qu'on fait 2 ou 3 jours de télétravail? Et quels sont les avantages et les inconvénients? Parce qu'on sait aujourd'hui que la question de l'isolement redevient assez prégnante pour ceux qui ont voulu avoir beaucoup de jours de télétravail. En 2-3 questions un peu encadrées et accompagnées même par des gens comme nous, parce qu'on accompagne, on met ces choses-là, on donne toute notre expérience à travers ces choses-là. Mais en 2-3 questions, il n'y a plus de débat en fait en CSE. C'est pas non, mais il faut 3, non, mais il faut 2, parce que non, en fait, vous avez la réponse des salariés, c'est terminé, c'est plié. Et au lieu de dire les salariés pensent, vous dites les salariés disent, pardon, et c'est beaucoup plus simple. Voilà. Du coup, attendez, qu'est-ce qui est écrit? Non, il y avait une petite remarque de Louise, tout à fait d'accord, je ne pense pas avoir dit le contraire. Donc, conformément à l'article L 2142-4 du Code du travail, les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusées aux travailleurs dans l'entreprise, etc. etc. Et donc, effectivement, il y a une interprétation assez large qui permet de considérer qu'effectivement, la communication sous forme de tract peut avoir lieu non seulement au port de l'entreprise, mais aussi dans les couloirs, au port de la cantine ou dans une réserve accessible au public. La question concernait le fait de déposer un tract sur un bureau, donc dans le bureau du salarié, où là, effectivement, on a une restriction un petit peu plus importante, mais toute la jurisprudence issue de la Cour de cassation, notamment chambre criminelle, puisqu'on avait une question de délit d'entrave qui avait été posée pour cette jurisprudence, n'a pas évolué. Donc, c'est bien celle-là qui est toujours en œuvre. Je réponds à Franck, là, qui dit du coup, avec cette appli, plus besoin de RP. Pas du tout. Pas du tout. C'est tout le contraire. Mais c'est très intéressant. Nous considérons en fait qu'il y a 2 formes de données. Il y a des données quantitatives et des données qualitatives. Cette application, elle est là pour démultiplier les relations et de faire en fait 2 formes d'information. Une information très quantitative. Moi, je vois dans une entreprise, il y a une boîte qui, la direction dit, il n'y a jamais de rupture conventionnelle chez nous. Et les élus font, c'est quand même bizarre, mais la question, quel est le contenu d'une convention de rupture conventionnelle, elle est posée 50 et quelques fois. J'ai un peu de mal à vous croire. Chose qui est parfois assez difficile à capter. Et puis, vous avez l'information
qualitative. C'est-à-dire que ce que vous voyez de manière assez macro, mais qui pose en fait le problème, vous allez, avec les représentants de proximité, pouvoir rentrer plus dans le détail. On va vous interroger, vous allez dire oui, on est au courant qu'il se passe ceci, il se passe cela, dites-en-nous plus. Et là, d'un seul coup, lorsque vous êtes dans le dialogue social, vous pouvez d'une part dire le sujet est posé, et même on va vous l'exposer dans le détail. Alors, on va devoir vous quitter, mais la dernière question est celle qui nous permet de boucler. Donc, merci Yannick de l'avoir posée. C'est Yannick nous dit l'alimentation de la base de données, c'est-à-dire l'ensemble des accords, les notes de service, le résumé des PV, etc., est très chronophage. Quelle solution proposez-vous pour alimenter facilement cette base, surtout si les fichiers de base sont des scans PDF difficilement exploitables? Ça, c'est nous qui le faisons, c'est-à-dire quand le CSE devient client de la solution MaViPro, il nous transmet l'ensemble des documents, peu importe le format, l'ensemble des documents qui sont signés et qu'il souhaite voir traduits sous forme de foire aux questions, et que le travail qu'on va mener, nous, ça va être de transformer ces accords sous forme de foire aux questions pour que ce soit facilement accessible pour l'ensemble des salariés. Donc, c'est sous forme de fax, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un article tant à la page 40 de l'accord, on a une question, on a la réponse à la question qui est contenue dans l'accord. Et bien évidemment, nous, on y rajoute des mots-clés qui permettent d'avoir cette recherche qu'on a mis en place donc avec la barre de recherche, qui permet, quand on a un mot-clé, de trouver directement là où les questions qui ont trait à l'utilisation de ce mot-clé. Donc, c'est vraiment la spécificité, l'originalité et la force de cette application qu'on a développée ensemble. C'est vraiment de permettre à tout un chacun, à tout salarié, d'avoir accès à la bonne information qui le concerne et donc aux accords qui ont été négociés. Et comme le disait Marc, l'intérêt de cette application, c'est-à-dire que nous, on croit, et c'est aussi pour ça qu'on s'est alliés sur cette question-là, on croit au fait que la technologie n'est pas là pour contribuer à accroître encore la distance qu'il peut y avoir entre les individus, mais c'est au contraire de créer les conditions qui vont permettre de rapprocher les élus du personnel avec les salariés en mettant à disposition, au-delà des accords qui sont négociés, la possibilité de se reconnecter avec les salariés via un chat et donc de pouvoir communiquer et échanger avec les salariés sur l'ensemble des missions qui sont celles des CSE. Je conclus pour rebondir. N'hésitez pas à nous challenger. Les ordonnances Macron, le télétravail, toutes ces choses-là ont créé de la distance, etc. Nous souhaitons justement réfléchir, trouver des solutions, et c'est parce que vous nous challengez. Yannick, n'hésitez pas, on vous rappellera pour ça. Et Mirella aussi. Mais voilà, si vous voulez, tout le monde pourra nous rappeler, on vous donnera tout ça. C'est très, très, très abordable, vous verrez. Mais challengez-nous, parce que on ne veut pas subir en fait aujourd'hui toutes les évolutions législatives et les évolutions du monde. Et on veut impérativement faire en sorte que ce dialogue soit toujours un dialogue très très fort et que les représentants soient toujours terriblement représentatifs. Mille merci à vous tous. Merci à tous. Et donc, on est à votre disposition. On répondra à toutes les questions qui peuvent venir ultérieurement. Et bien évidemment, pour ceux qui veulent avoir des indications supplémentaires sur les tarifs, comme Mirella et Yannick, on vous rappellera. C'est très très abordable. Et de toute façon, c'est fait sur mesure aussi en fonction de la taille de l'entreprise et du nombre d'accords qui sont à intégrer dans la base de données. Merci à tous. Mille merci. On récupère les... Accepte.